L'évaluation préopératoire et la prise en charge périopératoire du patient par le chirurgien, par Samuel Rodriguez Kizilbash. Lorsqu'un chirurgien décide d'opérer sur un patient, il détermine que cette procédure, chez ce patient en particulier, possède plus d'avantages que de risques. Cette évaluation prend en compte les risques de la procédure, mais aussi les risques propres au patient. Par exemple, maladie cardiovasculaire. Lorsque les risques de la procédure ainsi que ceux du patient sont bas et que la procédure est indiquée, le chirurgien n'hésitera pas. Puisque ce n'est pas toujours le cas et que le processus de prise de décision est fréquent, le chirurgien doit être familier avec les bases de l'évaluation du risque médical préopératoire du patient. Ce podcast s'adresse aux membres de l'équipe chirurgicale et non à l'équipe médicale, qui saura évaluer et traiter le patient pour ses comorbidités médicales de manière beaucoup plus exhaustive. L'évaluation et la prise en charge périopératoire comportent 4 aspects. 1. Identifier les comorbidités et leur sévérité. 2. Optimiser ces comorbidités. 3. Comment prendre en charge ces problèmes de santé, incluant la gestion de la médication en considérant la physiologie de la chirurgie. Et 4. Les thérapies particulières ayant pour but de changer la physiologie périopératoire. Seul le premier aspect, c'est-à-dire identifier les comorbidités, doit être fait par le chirurgien lors de l'anamnèse. S'il ne se sent pas confortable avec la prise en charge des comorbidités, il devrait référer le patient à la clinique d'évaluation préopératoire. Si le patient a besoin de chirurgie urgente, une optimisation préopératoire est souvent impossible, mais il faut tout de même stratifier le risque du patient afin de savoir s'il aura besoin de prise en charge particulière après l'opération. Admission aux soins intensifs, prise en charge par la médecine interne. Pour les patients non urgents vus en clinique de chirurgie, il est important de faire une anamnèse et un examen physique complet, ce qui inclut la prise en charge de médication, les antécédents personnels et les complications liées à l'anesthésie. Les 2 systèmes à évaluer avec le plus de détails sont le système cardiovasculaire et respiratoire. Les problèmes sous-rapportés par les patients sont le tabagisme, l'apnée du sommeil, la capacité fonctionnelle, c'est-à-dire être capable de monter 2 étages sans s'essouffler. L'apnée est particulièrement importante car il s'agit souvent d'une comorbidité pour laquelle on décide d'hospitaliser le patient. Plusieurs centres hospitaliers ont maintenant des questionnaires papier auto-administrés par les patients qui comportent des questions par rapport à des problèmes tels que l'angine, le diabète, l'hypertension, le cholestérol, l'arthrite et autres. Ces questionnaires sauvent du temps au personnel médical et permettent de cibler la population pouvant bénéficier d'une visite à la clinique préopératoire. Toutes les patientes en âge de procréer doivent avoir un test de grossesse le jour de la chirurgie. Il n'y a pas d'indication pour d'autres examens de laboratoire chez les patients en bonne santé et asymptomatiques, sauf si la chirurgie est à risque cardiovasculaire, intermédiaire ou élevé. La gestion de la médication en périopératoire est un sujet important, car 50% des patients opératoires prennent de la médication sur une base chronique. Nous tracerons les grandes lignes de la gestion de la médication per-op. Un article sur UpToDate présente plus de détails et de catégories de médicaments. Pour ce qui est de la médication cardiovasculaire, les bêta-bloqueurs devraient être continués, les alpha-2 agonistes tels que la clonidine et les bloqueurs des canaux calciques devraient aussi être continués. La continuation des IECA, inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, reste controversée dû au risque d'hypotension per et post-op. Mais les guidelines récents indiquent qu'il est raisonnable de les continuer si le patient a de l'hypertension ou de l'insuffisance cardiaque. Le médicament peut être arrêté le jour de l'opération seulement. Les diurétiques peuvent être cessés le matin de la chirurgie et repris lorsque le patient a recommencé à s'hydrater per os. L'usage de glucocorticoïdes chroniques ainsi que d'insuline pour le diabète est un sujet complexe et peut mériter une consultation en médecine. Lorsque les patients sont corticodépendants, il faut augmenter la dose pour répondre au stress physiologique que représente la chirurgie.
Les patients diabétiques devraient être opérés tôt le matin afin de diminuer la durée du NPO. Les hypoglycémiants oraux peuvent être retenus le matin de la chirurgie et être remplacés par de l'insuline sous-cutanée au besoin. La dose d'insuline sous-cutanée peut être diminuée si l'opération dure moins de 2 heures. Si l'opération est longue et compliquée, l'usage d'insuline IV est requis. En général, la reprise des hypoglycémiants à dose normale peut se faire lorsque le patient s'alimente bien per-os. Il existe un nouveau courant dans la chirurgie. Le concept de Enhanced Recovery After Surgery, ou ERAS, a pour but d'optimiser les résultats opératoires et d'accélérer la rapidité de la récupération. Une de ces cibles est la préparation intestinale pour la chirurgie. Autrefois utilisée couramment en chirurgie colorectale, il est maintenant démontré par quelques méta-analyses que cette préparation n'est pas aussi utile qu'on le pensait. On l'utilise encore pour la chirurgie laparoscopique, car il est alors plus facile de manipuler l'intestin, lorsqu'on a besoin d'une colonoscopie intraopératoire ou lorsqu'on planifie une résection gauche avec anastomose. L'usage de prophylaxie antibiotique est aussi un enjeu important. Les infections au site opératoire sont les infections associées au système de santé les plus communes et sont aussi les plus chères. L'usage d'antibiotiques en prophylaxie est indiqué lorsqu'il y a un risque élevé d'infection, par exemple pour une plaie sale ou lorsque les complications d'une infection au site chirurgical seraient trop graves. Le céphazolin, aussi appelé Oncef, est souvent utilisé. La discontinuation rapide du cathéter Foley est associée à une récupération plus rapide. La nutrition entérique précoce fait partie du fast track de récupération rapide. Le TNG doit être utilisé de manière sélective. Dans le cadre d'un protocole ERAS, le patient devrait être maintenu en euvolémie. En l'absence d'autres problèmes, une surcharge volémique post-opératoire n'est pas justifiée. On peut permettre une oligurie permissive. Les patients sous warfarine qui doivent le cesser pour l'opération doivent recevoir un pont à l'héparine s'ils ont une valve mécanique, de la fibrillation auriculaire ou une thrombose veineuse profonde. Le retrait de la warfarine se fait 3 à 5 jours pré-op et le pont débute 3 jours avant la salle d'opération. Il n'y a pas vraiment d'évidence pour cesser l'aspirine, mais si c'est fait, on peut le cesser 7 à 10 jours pré-op. Effectivement, les risques d'hypercoagulabilité sont plus grands que ceux de saignement dans presque tous les cas. Les INS ne sont pas associés à un risque de saignement. Plusieurs NACO existent. Leur gestion devrait être faite par les experts en clinique préopératoire en consultation avec les lignes directrices d'anesthésie. La thromboembolie veineuse est la deuxième cause de complications médicales en post-opératoire. Sans thromboprophylaxie, le risque d'avoir une thromboembolie est de 15 à 45% chez les patients en chirurgie générale et encore plus élevé chez les patients d'orthopédie du membre inférieur. La prophylaxie antithrombotique est donc une priorité. Elle peut inclure l'ambulation précoce, les bas compressifs intermittents ou des médicaments antithrombotiques. Le risque thrombotique est calculé avec des scores cliniques tels que le score de Caprini. L'ambulation précoce seule est appropriée pour les patients à très bas risque. Les bas compressifs intermittents sont utiles lorsque le risque est bas, lorsque les conséquences de saignement seraient inacceptables ou peuvent être utilisés en combinaison avec la pharmacoprophylaxie. Les patients qui sont à un risque modéré ou élevé de thrombose bénéficient de thromboprophylaxie pharmacologique, ce qui inclut de l'héparine non fractionnée, héparine à bas poids moléculaire ou même la warfarine pour l'orthopédie du membre inférieur. L'évaluation préopératoire et la prise en charge périopératoire est une étape cruciale du processus opératoire, et il est important pour le chirurgien d'être confortable avec des enjeux fréquents, comme la gestion de la médication et les protocoles de récupération post-op rapide, tout en étant prêt à référer les patients avec des comorbidités à la clinique préopératoire.